17h24 sur RBS, vous écoutez Cité Campus sur le 91.9 FM ou sur le www.radio-rbs.com. Je vous rappelle aussi que vous pouvez intervenir en interagissant avec nous sur les réseaux sociaux les plus courants et dont on n'a pas le droit de dire le nom, ou alors en nous envoyant un SMS au 03 88 10 94 93. Tarif normal de ce SMS, même si c'est un numéro de fixe. Donc je vous rappelle aussi que nous sommes avec Sarah et Boris, deux étudiants qui militent pour un référendum sur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt dans les sujets qui fâchent, on va d'abord découvrir qui sont Sarah et Boris, puisqu'ils vont se présenter. Alors, on va commencer par les filles. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es étudiante, tu viens d'entrer à l'IEP, c'est bien ça ? Enfin, je fais ma rentrée le 24 septembre. Tu vas rentrer à l'IEP, voilà. Donc tu as encore quelques jours de vacances devant toi, et donc tu en profites pour militer. Voilà. Alors, justement, est-ce que, comme tu vas rentrer à l'IEP et que tu milites, donc vous êtes tous les deux des militants du parti de gauche, et donc est-ce que la politique, c'est quelque chose qui, toi, te tient vraiment à cœur ? Oui, on peut dire ça. C'est justement pour ça que je voulais rentrer à l'IEP, c'est parce que c'est ma passion, la politique. C'est en faire ou l'étudier ? Les deux, parce que j'aime autant lire, m'instruire et regarder des choses sur le sujet que de militer dans la rue et de parler aux gens concrètement, on va dire. D'accord. Et donc Boris, toi, tu vas entrer en 3e année d'histoire. Oui, c'est ça. J'ai moins de chance, je rentre lundi déjà. D'accord. Et donc, même question un peu, la politique, comment tu en es arrivé à t'engager dans un parti, à devenir militant pour un parti ? Alors, j'ai envie de dire tout naturellement, parce que pour moi, j'ai une certaine fibre sociale et l'engagement est un aboutissement de plusieurs années de réflexion sur le monde qui m'entoure. Et depuis, c'était 2007, j'étais en 3e, les élections m'ont intéressé. J'étais pour José Bové à l'époque. Et donc, j'ai fait mon bout de chemin en 5 ans jusqu'aux élections actuelles. Et puis, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de prendre ma carte au parti de gauche pour m'engager et pour agir. D'accord. Alors, vous êtes maintenant, depuis la dernière élection et depuis vraiment la mise en avant de la figure de Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche se fait entendre beaucoup. Le front de gauche même, parce que effectivement oui. le parti de gauche est un des 8 partis qui constituent le front de gauche. Donc, Alors justement, ma question, est-ce que après les élections, il y a toujours ce front qui existe, où maintenant chacun va prendre un peu sa part, parce que on sait que le PC Jean-Luc Mélenchon, c'est plus trop. Alors, ouais. Déjà, il y avait quelques bisbilles. Bon, il y a, on va dire qu'entre le parti de gauche et le PCF, on va pas nier qu'il y a des désaccords. Par exemple sur le nucléaire, mais globalement sur la politique globale, le parti de gauche, le PCF et les autres organisations comme la gauche unitaire, la phase et tout ça, on est d'accord sur le fait qu'il faut une alternative, une gauche alternative qui propose quelque chose à côté du Parti socialiste et qui refuse le discours ambiant austéritaire. Et donc c'est pour ça que je pense que le front de gauche va rester uni. Alors dans sa composante actuelle, je pense, c'est-à-dire un regroupement de mouvements et pas fusionné comme Die Linke l'a fait, parce que en Allemagne, parce que à la base c'était aussi un rassemblement de partis. Ils ont fusionné et le problème c'est que quand on fusionne, il y a des groupes qui deviennent hégémoniques, alors que là ce qui est intéressant dans le front de gauche, c'est qu'il y a du débat et il faut que le front de gauche reste un endroit démocratique, un endroit où on débat, et même si on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord globalement sur beaucoup de choses. Donc le front de gauche restera uni, je pense. Donc c'est dans la lignée de cette lutte contre l'austérité qu'aujourd'hui vous vous battez pour demander un référendum sur le traité de stabilité économique ? Oui. C'est ce qui nous unit beaucoup aujourd'hui, parce que quand on regarde, ils sont tous les partis, le Parti socialiste aussi bien que l'UMP aujourd'hui a une ligne austéritaire. Donc nous c'est avec le Parti communiste justement et le Front de gauche en général qu'on se bat contre ce traité.
qui a imposé l'austérité à tout le monde. Voilà, et j'ai même envie de dire que c'est ce traité et ce référendum, la question du référendum sur ce traité européen traverse la gauche. C'est un débat qui traverse la gauche parce qu'au Parti socialiste, il y a des personnes qui sont contre ce traité et il y a d'autres organisations, le NPA, Lutte ouvrière, sont contre ce traité. Donc c'est un débat. C'est un débat de gauche au niveau ce traité. Est-ce que on est une façon de voir les choses, une façon de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Est-ce que ça sera comme en Grèce en serrant la ceinture, ou est-ce que ça sera par un certain nombre de politiques de relance, en essayant de soutenir l'économie pour pas qu'elle s'effondre, pour ne pas aller dans le mur, quoi. Parce que là, c'est un enjeu important. On sent que beaucoup de choses se jouent actuellement avec ce traité, et c'est vrai que si l'Europe, on pense, continue à prendre cette pente austéritaire, cette pente qui va à l'encontre des peuples, qui s'impose en plus au peuple, parce que François Hollande avait dit qu'il renégocierait ce traité, il l'a fait à minima, et donc on pense que cette Europe, si elle ne plaît pas au peuple, elle va favoriser la montée du Front National, par exemple, parce qu'on voit que Marine Le Pen avait un discours un peu facile en mettant tous les maux de la France sur l'Europe, et alors que l'Europe à la base c'est une belle construction, c'est une construction pacifique, et donc on est pour une Europe des peuples au front de gauche, et c'est pour ça qu'on veut un référendum, parce que le peuple doit s'exprimer sur l'Europe, parce que malheureusement l'Europe a été beaucoup occultée des débats lors de la présidentielle. Mais pourtant, donc vous parliez de Marine Le Pen, pourtant le Front National fait aussi partie de ces partis politiques qui sont contre ce traité. Alors vous, est-ce que vous êtes contre le traité, ou vous voulez que le peuple choisisse s'il est pour ou contre ? Nous d'abord, on s'exprime pour un référendum, donc d'abord pour écouter le peuple, tout simplement. Mais nous, clairement, c'est ce qu'on dit aux gens quand on milite, c'est on est contre, on s'affiche contre, mais c'est d'abord pour un référendum. Donc d'abord, là, on fait campagne pour un référendum, et après, quand on viendra, si on a notre référendum, ce qu'on espère, on sera contre le traité, parce qu'on est clairement contre quand on voit de quoi il s'agit. Alors parlons-en de quoi il s'agit, on va en parler assez rapidement, parce que c'est des questions forcément très complexe pour en parler seulement en quelques minutes. Donc quand on lit comme ça les trois moteurs, on va dire, de ce traité, c'est-à-dire considérer la politique économique comme une question d'intérêt commun, favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et une coordination plus étroite des politiques économiques dans la zone euro, une nécessité de maintenir les finances publiques saines et soutenables pour prévenir le déficit public excessif et préserver la stabilité de la zone euro. On se dit, pourquoi vous êtes contre ? C'est bien qu'il n'y ait pas de déficit, c'est bien qu'on essaye d'éviter la crise. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors effectivement, si on lit le traité comme ça, on peut se dire que qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Bon, après, ce traité est fait par des technocrates, et il y a beaucoup de choses qu'il faut lire entre les lignes. Et la question, par exemple, des comptes publics est une question, à mon avis, qui est très importante, parce que on parle de rigueur budgétaire, mais le problème, donc il y a une contradiction dans ce qui a marqué. On veut contrôler les budgets publics, et en même temps on veut relancer la croissance. Mais en période de crise actuellement, on ne relancera pas la croissance sans faire de la relance économique, sans investir, et sans, par exemple, faire des travaux publics d'intérêt généraux. Voilà, donc il y a ce qui est dit, et il y a ce qu'il y a derrière, et ce qui est derrière, c'est clairement une Europe austéritaire qui, comme en Grèce, supprimera un certain nombre d'avantages et d'acquis sociaux, ce qui nous plongera encore plus dans la crise. Donc c'est pour ça qu'on est contre cette Europe, parce qu'on considère qu'elle ne prend pas la bonne pente. Et au sujet de l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, on est pour une Europe des peuples, et on a des solutions à apporter à l'Europe. Et par exemple, on aimerait bien que la Banque centrale puisse prêter aux États à 0 ou 1%, alors qu'actuellement elle prête aux banques à 0 ou 1%, et les banques prêtent à 3, 4, 5% à la France. Donc déjà là, il y a beaucoup d'argent qu'on peut économiser.
Donc vous, votre problème, ce serait en quelque sorte ce qui est noté dans ce traité, ce qu'ils appellent des mesures correctives, parce Voilà. que on ne sait pas trop vraiment ce que ça couvre. Donc on va faire une pause musicale, on va continuer justement sur ce sujet, parce que comme c'est un sujet assez lourd, donc il faut essayer d'élaguer un peu pendant ces quelques minutes que nous avons sur RBS dans Cité Campus. On continue donc avec nos invités de ce soir, Sarah et Boris, qui sont des militants du parti de gauche et qui sont là pour nous parler justement de leur engagement pour un référendum sur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, donc plus connu comme traité européen de stabilité. Et donc, Sarah et Boris, leur engagement, il se traduit, enfin leur militantisme, on va dire, en tout cas sur ce référendum, il se traduit par... Comment on peut dire, c'est pas vraiment un sitting, mais comment vous le qualifiez? En fait, nous on appelle ça une action militante. Donc ça fait plus d'une semaine que tous les jours de 14h à 17h on est sur la place Kléber. On est en homme sandwich avec des pancartes et donc on avait des drapeaux. Et des drapeaux bien sûr. Et on avait des petits chants, ça attire souvent le monde et on parle aux gens en fait. Et on fait signer la pétition de l'humanité. Et après les gens ils signent ou ils signent pas, mais au moins le principal c'est qu'ils nous entendent sur ce traité, parce que la plupart du temps ils sont pas au courant du tout de ce qui se passe, vu que dans les médias on en parle quasiment pas. Et donc le principal c'est vraiment que maintenant quand ils en entendent parler, ils puissent se faire leur avis, leur propre opinion. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. L'idée c'est un peu, pardon d'utiliser un terme anglais, je trouve pas de terme français, mais un happening pour interpeller les gens sur la question. Voilà, c'est vraiment, et on remarque que les gens sont globalement intéressés. D'ailleurs, vu qu'on est dans une émission sur les étudiants, on a été abordé par pas mal de personnes, des étudiants à l'université, donc on était agréablement surpris. Et donc on voit que les gens ont envie de s'intéresser, et on voit que ce qui est intéressant, c'est que la présidentielle n'était pas qu'une parenthèse dans 5 ans où on laisse faire les dirigeants élus, et on voit qu'il y a en tout cas un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ce qui se passe. Et bon, là en une semaine on a eu environ 300 signatures sur la place Kléber, et on aimerait bien en avoir 500, ça devrait le faire pour quand on ira à la fête de l'humanité dans 2 semaines. D'accord, donc peut-être vouloir engager les gens, leur donner cette conscience pour ce référendum. Est-ce qu'il n'y a pas une réaction aussi un peu du style, on a déjà voté pour un référendum européen il y a quelques années, on a voté contre ce référendum, et puis tout à coup un petit lapin qui est sorti du chapeau qui s'appelait le traité de Lisbonne. Est-ce que le référendum a un poids quand il s'agit d'Europe? Les gens globalement ils ont oublié 2005. Enfin déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant de 2005, il y en a quelques-uns, ils ont oublié, mais en effet la remarque qu'on a souvent c'est de toute manière ça sert à rien. Déjà la pétition, les gens ils y croient pas beaucoup, donc il y en a qui signent quand même parce qu'ils disent on sait jamais, mais on a quelques remarques du style oui ça sert à rien, de toute manière on n'aura pas de référendum. Ouais, voilà. Et puis effectivement, il y en a beaucoup qui nous disent, on nous a dit qu'en 2007 le traité de Lisbonne avait court-circuité la décision contre le TCE en 2005. Mais je pense que déjà un référendum serait un bon baromètre pour voir déjà le degré de conscience des Français au sujet de l'Europe, au sujet du traité. Et ce qui serait intéressant lors d'un référendum, ça serait d'avoir un véritable débat sur l'Europe, c'est ce que j'ai dit avant, parce que on voit que si et 2007 est le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est que si on boycotte le peuple et qu'on n'écoute pas sa décision, ça se ressent après dans les urnes. On a vu la montée du Front National. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un véritable débat sur l'Europe pour que les Français puissent dire quelle Europe ils veulent. Et on espère que c'est un président de droite donc qui a fait passer le traité de Lisbonne en 2005. On espère qu'un gouvernement de gauche, déjà ça serait bien qui demande un référendum, parce que la gauche est censée être proche du peuple, et ce qui serait encore mieux c'est qu'ils écoutent ce référendum. Voilà, donc on est peut-être un peu naïf, mais en tout cas on pense que François Hollande se veut un homme de gauche, et si les Français disent non à ce référendum, il n'appliquera pas l'Europe. Et puis pourquoi pas lancer une consultation générale, lancer un grand débat en France. Quelle Europe voulez-vous? Voilà, comme la droite avait fait ça sur l'identité nationale de façon totalement abjecte. Et maintenant ça serait bien d'avoir un véritable débat sur l'Europe en France.
Alors vous disiez au début de cet entretien, justement, qu'il y a eu une petite déception vis-à-vis du président actuel, François Hollande, qui s'était promis de rediscuter le traité avec Angela Merkel, et vous disiez donc que ça avait été fait à minima. Est-ce qu'il y a déjà sur ce sujet une déception, et est-ce qu'on peut espérer plus? Est-ce qu'on se dit pas, il a une telle pression que de toute manière, ça passera pas? Bon, on a fait élire François Hollande en quelque sorte, mais on s'attendait pas non plus à des miracles, faut dire la vérité. Mais on pensait quand même qu'il renégocierait, parce que là, il a absolument rien fait, justement, à part quelques lignes en plus ou peut-être une virgule, mais il n'a pas fait grand-chose. Et on pense qu'on peut faire plier l'Europe, on peut faire plier la ligne... Sarkozy-Merkel. Voilà, la ligne Sarkozy-Merkel. Et que c'est pas parce que Merkel veut quelque chose qu'on est obligé de, comment dire ça poliment, de se plier à ce qu'elle dit, voilà. Donc nous on pense qu'il peut le faire tout simplement, et c'est pour ça qu'on était derrière un homme comme Jean-Luc Mélenchon, parce que lui il aurait pu le faire clairement. Et puis on dit aussi, c'est important, c'est que on dit peut-être que François Hollande est un peu faible face à l'Allemagne pour renégocier ce traité. On a dit qu'il n'avait pas renégocié ce traité parce qu'il vis-à-vis de l'Allemagne dont on vante les mérites. Alors ça, c'est un long débat, on pourra en reparler, on va pas en parler là maintenant. Mais en tout cas, si le peuple français dit non au traité, François Hollande peut arriver devant Angela Merkel et lui dire le peuple français a dit non au traité, et avoir derrière lui 65 millions de citoyens pour renégocier une nouvelle Europe. Et en Europe, il y a des alternatives, il y a des gouvernements de gauche. Alors c'est pas forcément de plus en plus. En Grèce, il y a Tsipras et Syriza qui grimpent. Alors c'est pas eux qui ont gagné les élections, mais pourquoi François Hollande, quand Alexis Tsipras vient à Paris, pourquoi François Hollande ne le rencontre pas? Ça, c'est aussi quelque chose. François Hollande est en train de prendre la même direction que Sarkozy au niveau de l'Europe, et peut-être que un référendum pourrait lui faire changer de direction. En tout cas, on l'espère. Alors, il faut dire aussi que ce traité, pour l'instant, il n'a été ratifié, je crois que par 5 ou 6 des 25 États membres de la zone euro. Est-ce que vous pensez que s'il y avait un référendum en France, et que si ce référendum, si le peuple disait non à ce traité, ça donnerait une espèce un effet de locomotive aux autres pays qui viendraient par la suite? Bien sûr, parce que déjà on est la deuxième puissance européenne, ce qu'il faut dire. Et puis oui, si ce référendum aboutissait à une réponse négative sur le traité, justement, je pense que les autres pays se mobiliseraient aussi pour un référendum. Parce que je pense que globalement, les gens ils sont pas pour des politiques néolibérales. Ils savent que ce qui est bon pour eux, ils savent que le néolibéralisme, ça nous mène dans le mur pour l'instant. Voilà, et puis ça donnerait de la force aux camarades des autres partis pour exiger un référendum dans leur pays. Ouais. Et ça donnerait de la force aux citoyens des autres pays. De la France, comme je suis en fac d'histoire, je crois dans le rôle moteur de la France dans toutes les conquêtes sociales, la Révolution française en France, la propagation des Lumières. Et la France peut encore et a un rôle historique à jouer au niveau de l'Europe, et doit montrer qu'une autre voie est possible. Voilà, en tout cas, nous on y croit. Alors pourquoi? Donc je reviens un peu à ma question de départ. Pourquoi se dire une politique d'économie ou une politique d'austérité, peut-être dans la tête des gens, ça peut vouloir dire faire un peu plus attention aux dépenses. Pourquoi ça peut sembler négatif? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'après vous, quelle réalité se cache derrière ces politiques d'austérité, derrière cette règle d'or qui a beaucoup fait polémiquer? Politique d'austérité, ça insinue donc moins de dépenses. Et moins de dépenses, ça veut dire la casse du service public, parce qu'on va vouloir moins dépenser pour la santé, moins dépenser... Et puis les acquis sociaux aussi, c'est un recul net des acquis sociaux, tout ce qui est chômage, RSA, les minima sociaux. Tout ça, ça va être un recul en France, parce qu'on voudra dépenser moins, on voudra faire attention, alors que c'est pas du tout la solution. Ce qu'il faut, c'est plus de recettes, et les dépenses, ça va, il me semble que c'est aujourd'hui. On n'est pas au front de gauche, on n'est pas des huluberlus, et voilà. on dit pas qu'on doit dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne. On dit juste que l'État, la France est un État, elle a une puissance, c'est elle qui, elle a des recettes, elle a 60 millions de personnes qui peuvent cotiser dans ces caisses, et on dit que
imposer une austérité à court terme, c'est-à-dire vouloir rentrer dans les clous budgétaires qui, d'ailleurs, dans le TSCG sont sévèrement réduits. Vouloir imposer l'austérité sur du court terme, c'est pas bon dans la situation actuelle. Et il faut avoir une vision, c'est le propre de dirigeants, d'avoir une vision et de dire sur 10-20 ans comment on fait. Et d'ailleurs, c'était le grand programme du Front de gauche. Et sans vouloir trop me prendre à François Hollande, on a l'impression qu'ils n'avaient rien prévu, on dirait qu'ils ont été surpris eux-mêmes par leur victoire et qu'ils ils n'avaient pas de programme de vision à long terme. C'est vraiment ce que Mélenchon avait lors des élections. Alors on peut être d'accord avec lui ou pas sur certains sujets, mais c'était un tout, le programme c'était un tout. Et voilà pourquoi on est contre l'austérité, parce que dans cette période actuelle, ça peut pas fonctionner. Et, en tout cas, pas dans la façon qui veut être faite actuellement, la casse des services publics, comme l'a dit Sarah, et voilà. Et pourtant, là, en matière de politique d'austérité, on a deux exemples plutôt contradictoires. Donc on a la Grèce, où c'est totalement un échec, et on a l'Italie, où on nous dit que la politique mise en place, c'est bien, on le félicite, des réussites de cette politique d'austérité. Est-ce que... Alors, j'avoue honnêtement que j'ai pas entendu, je n'ai pas entendu de personnes, en tout cas d'économistes, dire vraiment que l'Italie s'en sortait de mieux en mieux. Ce que je vois en Italie, c'est que... moins pire, on va dire. Oui, on peut dire ça effectivement, mais on voit que la crise des dettes, des dettes des États européens n'est pas endiguée pour autant, et que l'Espagne est en train de tomber à son tour, et que une chute de la Grèce entraînerait l'Italie, on va dire. C'est quelque chose qui est qui est aberrant, parce qu'on a imposé un technocrate à la tête de l'Italie, et je suis pas sûr que si on va demander aux Italiens comment ils vivent et s'ils sont mieux, je suis pas sûr qu'ils le disent, quoi. Peut-être que sur les chiffres économiques ça ira, mais le PIB par exemple, c'est une aberration. Le PIB, un accident de voiture fait grimper le PIB, parce que on amène la voiture à la réparation et ça fait de la valeur ajoutée. Donc c'est-à-dire que les indicateurs économiques sont aussi à regarder avec grande prudence, voilà. Effectivement, au niveau des indicateurs économiques, on va dire que ça va un peu. Mais par témoignage d'amis italiens et d'amis grecs, c'est certain. Bon, comme on disait, la Grèce c'est vraiment catastrophique, mais c'est certain que les Italiens sont pas les plus réjouis voilà. À Naples, de la situation. Naples, la situation est un peu compliquée aussi, mais les poubelles, ça fait des mois, je crois, qu'elles ne sont pas ramassées, par exemple, à cause des coupes budgétaires. C'est aussi des choses, le programme du Front de gauche, c'était l'humain d'abord, et nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'humain et pas la finance. Donc ce qu'on veut, c'est le bien-être des gens, et effectivement, si on va demander aux Italiens s'ils sont heureux actuellement, j'en suis pas sûr. Et alors justement, est-ce qu'on pouvait pas imaginer quelque chose du style d'initiative populaire avec le million de signatures pour où justement le peuple, les citoyens diraient on veut que ce traité soit renégocié, que ce traité soit... parce que ça existe, ça, au niveau de l'Union européenne. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire, nous à notre échelle, mais je pense que y a plein de camarades du parti de gauche aussi, notamment, enfin du Front de gauche en général, qui se battent contre ce traité et pour un référendum. Et surtout, il y a Jean-Luc Mélenchon a appelé le 30 septembre à une grande manifestation populaire pour un référendum contre le TSCG, donc à Paris. Et c'est quelque chose de transpartisan, c'est-à-dire que, par exemple, le POI, Parti ouvrier indépendant, avait prévu une manifestation le 29, et ils ont dit « Ok, on fait le 30, voilà, on ira tous à Paris le 30 septembre, et voilà, donc c'est quelque chose, faire signer 1 million de personnes pour leur demander si de faire un référendum, de renégocier le traité, pardon, je sais pas si... 1 million dans l'Europe, hein. Oui, j'imagine que les autres partis de gauche en Europe ont aussi les mêmes problématiques.
Alors c'est vrai que je connais pas effectivement. Alors je sais pas si quand vous dites 1 million, si vous avez lu les. Est-ce qu'il faut 1 million ça marche si on demande 1 million de. Je crois que c'est 1 million de citoyens européens. D'accord. Bah j'avoue que je ne savais pas ça. Ça serait quelque chose à réfléchir. En tout cas, si ce traité venait tout de même à être voté, ça serait quelque chose à réfléchir de faire signer 1 million de personnes à travers l'Europe. Je pense qu'on les aurait très facilement. Oui. Donc vous continuez votre mobilisation sur les places strasbourgeoises. Donc si j'ai bien compris, là ça va être à la foire européenne. Vendredi à la foire européenne. Donc, enfin devant la foire européenne. Oui, parce je suis pas sûre qu'on là, puisse rentrer avec les drapeaux. Il va y avoir quelques petits problèmes. Oui, on va essayer d'interpeller le ministre Cazeneuve, des Affaires européennes. Et puis demain, on sera donc jeudi 14h place Kléber jusqu'à 17h environ. Et donc effectivement devant la foire européenne vendredi. Pour faire signer les pétitions. Et lundi devant la gare aussi. Oui, lundi devant la gare. Faites le tour de Strasbourg. Voilà. Oui, on a déjà fait pas mal. On est resté beaucoup à place Kléber. Maintenant, on va essayer de voir si on peut changer. Ouais, les 2 premiers jours, on avait fait des petits chants et on chantait dans la ville. C'était sympa, on récoltait pas beaucoup de signatures parce que on fait moins signer les gens. Maintenant, on avait décidé de rester place Kléber. Maintenant, on sent qu'on a eu beaucoup de signatures place Kléber. On en a un peu moins ces derniers jours, donc on va essayer d'aller voir ailleurs si on peut en trouver d'autres. D'accord, Sarah et Boris, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, bonne soirée. Bonne continuation. Nous, on va se quitter, on se retrouve donc demain à partir de 17h. On vous laisse donc avec les sons de la rue et on vous laisse aussi en musique avec Frank Ocean, American Wedding.